Aujourd'hui, la performance sportive est dépendante de beaucoup de facteurs. Tactiques, techniques, physiques, mentaux, pour ne citer que. C'est pourquoi chaque entraîneur ou préparateur physique se spécialise dans un des domaines. Mais depuis plusieurs années, l'évolution technologique permet davantage d'individualiser cette approche et de permettre à tous de pouvoir aussi analyser et s'approprier une approche plus fine et précise de leur santé. Alors, comment les tests peuvent nous permettre d'optimiser nos performances, notre santé? C'est ce que nous allons explorer dans cette deuxième causerie sur la préparation physique. Bonjour et bienvenue dans cette causerie sur le sport et notamment sur la préparation physique. Alors, on est sur une deuxième causerie préparation physique et le thème est se préparer physiquement, objectif performance ou atout santé. Et on a l'honneur d'accueillir Cyril Granier. Bonjour Cyril. Bonjour, merci à vous de m'accueillir ainsi qu'à vos équipes. Alors, on a fait une première causerie qui était vraiment passionnante. Je vous rappelle, vous êtes sport scientist et conseiller optimisation de la performance au Krebs de la Réunion. Et on a vraiment évoqué, on a balayé un premier champ sur la préparation physique et comment évaluer. Là, on va aller peut-être un petit peu plus en profondeur et notamment sur votre métier, puisque vous êtes maître de conférence, vous avez aussi fait des études, par exemple au Canada, avec Luc Léger, que beaucoup connaissent, et Guy Thibault aussi, sur des tests, sur du testing, donc vous connaissez bien. Et on va voir un petit peu le métier que vous pratiquez, c'est-à-dire vous analysez, vous décortiquez, c'est ça ? Oui, exactement. L'un des attraits de ce métier-là, c'est de comprendre la performance et l'aspect multifactoriel de la performance. Donc, on est là pour évaluer, comprendre comment on peut assister l'athlète ou la personne qui vient nous voir pour améliorer ses performances ou son état de santé. Ouais, alors là, sur la première slide qu'on va avoir, c'est justement votre travail. C'est vraiment le côté de l'évaluation. C'est le terrain, mais en fait, avec le terrain, on a aussi des données théoriques. On parlait justement de technologie, ça a énormément progressé, on le verra tout à l'heure. Mais là, en fait, ces données, qu'est-ce que vous en faites ? Oui, effectivement, avec la montée en puissance des nouvelles technologies, on peut avoir des montres connectées, des appareils GPS, des analyseurs de fréquence cardiaque ou de puissance. Enfin, on peut avoir plein de choses aujourd'hui qui nous guident dans le suivi et la prescription de l'entraînement. Donc, comme on le voit ici sur l'image, c'est un athlète qui a eu à réaliser des intensités d'effort, trois séries notamment. Et puis cyclisme, cyclisme, exactement. C'est ça ? Là, c'est du cyclisme. Donc, on va avoir les données générales que nous apporterait n'importe quelle montre connectée ou application connectée sur le côté de la diapositive, avec la durée, la distance, la charge d'entraînement. Déjà, on rentre dans quelque chose de plus évolué. Et puis, en dessous, c'est le travail de l'entraîneur, le travail du sport scientist et l'accompagnement que l'on propose, nous, à nos entraîneurs au sein du Krebs de la Réunion, entre autres. Mais c'est de dire... quel est l'effort qu'a réalisé ton athlète ? Est-ce qu'il a répondu à la commande passée au travers de la séance réalisée ? Si oui, très bien, vers quoi on va ensuite ? Si la réponse n'est pas tout à fait adéquate, pourquoi il n'a pas réussi ? Et là, on vient nous questionner pour comprendre pourquoi il y a eu pas échec, mais en tout cas ce petit loupé sur la séance et comment y remédier, surtout par la suite. Alors, moi, j'aime beaucoup le côté des questionnements, le pourquoi et le comment, parce qu'en fait, on parlait dans la première causerie de montres connectées, et énormément de montres sont connectées et permettent d'avoir en fait aussi ce monitoring de données, mais on ne connaît pas forcément la lecture. C'est un peu la maladie de nos nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on est tous avec des montres connectées, des téléphones connectés, mais finalement, qu'est-ce qu'on en sort comme données ? On ne le sait jamais. Et même, si je vous parlais ici de charge d'entraînement qui était à l'affiche tout à l'heure, comment est-elle calculée ? Qu'est-ce qu'elle signifie, cette charge d'entraînement ? On ne le sait pas forcément. On voit la charge d'entraînement, par exemple... 80 TSS. Voilà, donc c'est du chinois pour les gens. Et, donc là, si on prend cet exemple-là, c'est un anglicisme de nouveau, c'est le Training Stress Score, qui va estimer en fonction de l'évaluation initiale de la personne et l'effort, les valeurs de puissance notamment à l'effort effectué au cours de l'exercice, mais elle fait un comparatif entre ces deux données et elle va déterminer grâce à ça, en faisant un aller-retour de comparaison de données, la fatigue estimée de la personne.
Voilà. Parce qu'on a plein de scores comme ça, parce qu'on est un peu perdu parfois. Il y a l'échelle de Foster, l'échelle de Kogan, que vous connaissez bien dans le vélo, c'est celle-là, et les trims, par exemple. Mais en fait, là, vous aiguillez un peu les athlètes, les cyclistes, etc., à aller justement sur les bons scores. Oui, exactement. On parlait des athlètes qu'on a en structure, nous, au sein du CREPS. On a par exemple le pôle de judo régional. Sur le pôle de judo, l'idée, c'était de les accompagner. Ils n'ont pas de capteur de puissance, donc les échelles de Kogan ne sont pas possibles à utiliser. Vous parliez des trims, Eric, à l'instant, très justement. C'est la fréquence cardiaque, donc ils n'ont pas forcément de ceinture de fréquence cardiaque en judo pour les thématiques d'attraper, notamment, et de projection. On fonctionne sur le modèle de Foster, c'est-à-dire comment l'athlète a ressenti l'effort et derrière, comment on peut calculer la difficulté de la séance à partir de son propre ressenti. On rappelle l'échelle de Foster, en fait, c'est tout simple. On met un ressenti d'effort, des sensations, et après, on va le multiplier par le temps passé, c'est ça ? Effectivement. Et en compilant ces données-là au fil des séances, on va avoir une évolution de la difficulté des séances ou la facilité d'ailleurs, des séances au fil de la semaine, et l'entraîneur pourra réajuster sa proposition d'entraînement à l'athlète par la suite. D'accord. Donc sur la slide suivante, on voit que on va un petit peu plus loin. Vous pouvez nous en dire plus justement sur cette slide. C'est vraiment avec des capteurs de puissance, c'est ça ? Exactement. Donc là, on est dans le cœur du métier du sport scientist. Donc là, on va peut-être même au-delà de parfois l'apport qu'on propose aux personnes qu'on encadre et qu'on suit au CREPS de la Réunion. Mais l'idée, c'est d'aller vers ça. On a détaillé, en fait, là, j'ai détaillé sur cette diapositive-là le graphique précédent. Donc vous avez chacune des séries effectuées par la personne. Donc la série est composée de plusieurs répétitions. Donc en l'occurrence, là, on en voit 5 ou 6 ou 7. Ou ça doit être 7, 6, 5, si je ne dis pas de bêtises. Une puissance était déterminée. Et en fonction de ça, on voit la réponse musculaire via les capteurs de puissance. Et puis, je ne vous l'ai pas mis là-dessus, mais on voit aussi la réponse cardiaque. Donc, on peut savoir comment le corps a encaissé ou a supporté cet effort-là. Et puis, la ligne pointillée qu'il y a sur chaque graphique, c'est la tendance. Et on voit que, de manière générale, la personne, finalement, a été à des puissances de moins en moins importantes au fil de la réalisation des séries. Voilà. Ces données, en fait, ça permet d'avoir des outils, mais on pourrait dire ça permet aussi d'avoir des outils mentaux presque derrière, parce que en sachant que le cerveau, il va finalement avoir une visualisation de ces données, est-ce qu'on peut s'en servir derrière comme outil dans nos pensées quand on va être fatigué ? Oui, et j'ai envie de dire ça peut être à double tranchant. Voilà. Moi, ce que je faisais avec les jeunes, par exemple, quand j'étais sur le cyclisme auparavant, c'est que tout est embarqué. Donc, ils voient en temps réel. Alors, même maintenant, c'est des jauges, à l'image d'une jauge d'un graphique ou d'une jauge d'essence sur une voiture, c'est le même principe. On voit où on se situe dans l'effort réalisé. Ce que je demandais aux jeunes pour leur apprendre à ressentir cet effort, c'est de mettre un sparadrap dessus, simplement. Voilà. On met un sparadrap sur ce capteur-là qui nous donne plein d'infos, tout un tas d'infos, et pour ne pas être perturbé et comprendre ce qu'on est en train de réaliser, c'était d'essayer d'associer un ressenti à l'effort réalisé. Et une fois qu'on est autonome sur ce ressenti, là, on peut se servir positivement des données. C'est-à-dire, ok, là, on sait que je suis à telle donnée, je dois y aller, je dois y retourner, et je sais intérieurement comment je dois forcer pour y retourner. L'inconvénient, c'est que des fois, on se voit en échec. Voilà. On doit atteindre une puissance donnée et qu'on va être en échec face à ce qu'on nous demande. Est-ce qu'en soi c'est un échec ? Ça, c'est comment, avec l'athlète, on a abordé les choses. En lui disant, moi, dans ce cas de figure-là, je disais à mon athlète, tu fais les répétitions jusque dans la mesure où tu es capable de les tenir. Si tu constates qu'il y a 20 watts de moins par rapport à ce qui est donné, c'est que la série doit s'arrêter. Donc, c'est pas un échec, c'est juste qu'on a atteint tes limites. Et on va progresser la fois d'après pour dépasser ses limites. Il y a une grande subtilité, j'ai l'impression, à se servir de ces outils, parce qu'on pourrait partir sur une prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire, vous parliez là justement de regarder, de se dire finalement ça arrive, c'est normal. On oublie le ressenti. Donc, il faut jongler entre les deux. C'est-à-dire, il y a cette notion de ressenti d'effort, de sentir les choses, et en même temps d'avoir les données et d'avoir beaucoup de recul aussi. Je pense que quand on accompagne un projet de performance, un projet de santé, il faut toujours revenir à l'être humain. C'est-à-dire que la technologie est un atout, certes, mais il ne faut pas tout miser là-dessus. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on parlait tout à l'heure de ChatGPT qui révolutionne un peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur l'intelligence artificielle. Ce sont des outils, il faut les prendre tels quels. Un outil donne une réponse dans l'instantanéité, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais malgré tout, il faut en revenir à ce que vit la personne. Et c'est ce qui est important, selon moi en tout cas. Est-ce que ce qui vit justement aussi, est-ce que parfois de tester, ça pourrait mettre en difficulté des athlètes, et je sais que vous n'avez pas cité, mais il y a eu cette expérience d'avoir testé des athlètes de très haut niveau, des médailles olympiques.
Voilà, et de voir que finalement, c'était pas bon, les tests. Oui, on a des gens qui sont on va utiliser un langage un peu vulgaire, mais des bourreaux de tests qui vont faire ce qu'on leur demande et qui vont se saigner, qui vont y aller corps et âme pour réussir à faire leurs tests. Et puis il y en a d'autres, ils ne sont pas dans la logique de cet affrontement, de compétition, de configuration particulière. Et donc de fait, les tests donnent des résultats totalement faussés. Donc il faut bien discuter de ça avec la personne qu'on encadre pour comprendre dans quelle mesure ce test va lui apporter une plus-value dans sa pratique au quotidien. Et je pense que souvent, l'erreur, c'est de ne pas avoir cette explication ou ce temps d'accompagnement. Et c'est souvent là qu'on a des résultats qui ne coïncident pas du tout au niveau de performance de la personne, en fait. Oui, alors c'est vrai que aussi, ce qui est important, on l'a vu dans la première causerie, il y avait le côté du haut niveau, le côté du coureur récréatif, et puis vraiment le versant santé. Oui. Là, le récréatif comme le compétiteur vont faire des compétitions. Oui. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, la compétition peut être un moment aussi d'évaluation et de voir justement ces données. Entre guillemets. Totalement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur un travail d'accompagnement, et puis même une personne qui déciderait de le faire toute seule, si on prend une montre connectée, comme vous avez à l'écran là, enfin qui va apparaître à l'écran, quand vous avez une montre connectée, on peut déterminer, vous le voyez sur le graphique de gauche, c'est la dénivellation d'un parcours. Alors ici, c'était un parcours de VTT, c'est un travail tiré de ma thèse de doctorat. Mais on pouvait, et on peut très bien le faire nous, au quotidien, même amateur. Vous vous connectez à votre plateforme de suivi d'entraînement, vous allez voir votre parcours apparaître et vous pouvez savoir en fonction du positionnement sur le parcours à quelle vitesse vous êtes allé. Je pense même que dans le live streaming du Grand Raid de la Réunion, on doit pouvoir le savoir, ça, donc en temps réel. Et en fonction de ça, on peut faire un retour après, soi-même ou à la personne, pour savoir comment elle a géré son effort. Alors, dans le cas présent ici, les graphiques côté droit montraient comment la personne produisait son effort de puissance, de cadence, de force, en fonction de chacun des tours qui passaient au cours de la compétition. Et du coup, on va voir une stratégie qui se met en place, une stratégie d'allure, de puissance, de cadence. Et donc, en fonction de ça, on sait, quand on est entraîneur, quand on est accompagné, comment on va pouvoir conseiller la personne pour aller chercher de nouveaux éléments et la faire progresser. Ce qui est intéressant dans vos propos, c'est cet aspect justement de stratégie, d'anticiper, et on est quand même sur une logique là de compétition, mais au-delà de ça, de performance. Oui. On va faire de la compétition pour se retrouver effectivement avec pas mal de personnes, mais à un moment donné aussi, on a ce côté de la performance, on a envie de réaliser finalement un score un petit peu mieux, donc il y a une sorte de stratégie. Alors moi la question c'était par rapport à ça justement en compétition, la nuance, parce qu'il faut toujours mettre beaucoup de nuances entre le côté du téléguidage, on pourrait voir aussi beaucoup de gens avec vraiment des capteurs embarqués, là il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris en 2024, ça peut aussi faire fuir aussi quelque part, parce qu'à un moment donné, on pourrait avoir affaire à des robots, finalement, avec des capteurs, etc. Et le côté sensation, on parle de l'humain. Donc, oui, une sensation d'emprisonnement, totalement. Oui. On parlait d'athlètes de niveau olympique ou autre. Je sais que nous, dans l'accompagnement qu'on avait, certains athlètes nous disaient enregistrez ce que vous avez enregistré, je ne veux pas savoir. Voilà. Donc on enregistre, mais la personne n'est pas obligée de forcément tout le temps comprendre ce qu'elle a comme information ou de s'en servir. C'est-à-dire que le cyclisme est un élément facile, mais si on voit le cyclisme sur route, les personnes ont des oreillettes où on leur donne des consignes de course. On voit beaucoup de grands champions qui, en cours de route, disent non mais stop, j'enlève l'oreillette et je vais agir par moi-même. Je vais sentir ce qui se passe, je vais comprendre les stratégies des autres acteurs et je vais réagir en fonction. Et je pense qu'il faut toujours, encore une fois, revenir à cette nature humaine qui nous aiguille malgré tout, même s'il faut effectivement, on en a parlé, des outils pour savoir quelles décisions prendre et à quel moment c'est opportun de les prendre. Mais ça, c'est un vrai débat aussi à l'avenir du préparateur physique, parce qu'on sait très bien, vous en parliez de l'intelligence artificielle qui évolue énormément, au côté miniature de plus en plus. On va pouvoir embarquer, on le verra un petit peu plus tard dans les slides, mais vraiment du matériel embarqué de plus en plus petit, et on pourra vraiment évaluer beaucoup plus de choses. Ouais. Oui, c'est le cas. Déjà à l'heure actuelle, si on s'amuse, on le verra effectivement sur la slide suivante, mais à l'époque de ma thèse, moi, sur le VTT, on avait un parcours de référence, on avait des analyseurs de gaz, des capteurs de puissance sur le vélo, des capteurs de pression sur la selle, un capteur de fréquence cardiaque sur le torse, et à chaque tour, les personnes s'arrêtaient pour qu'on fasse un prélèvement sanguin. Donc là, déjà, on va loin, et je vous parle de ça, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Donc la technologie a encore évolué, c'est miniaturisé, et c'est quelque chose qui peut devenir même
désolé du terme, mais abrutissant presque au final. C'est-à-dire, attention, le tout data, c'est à mon avis une erreur pour l'avenir. Il faut savoir s'en servir, encore une fois. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir ce côté phénomène, je ne vais pas parler syndrome, mais de la blouse blanche. C'est-à-dire que souvent, on voit le côté du chercheur avec la blouse blanche et ça fait sérieux. C'est aussi parfois faussé, ça peut faire peur. Mais on en parlait dans la première causerie, les tests de terrain, de laboratoire en compétition, c'est vraiment un accompagnement. On le voit dans cette slide. C'est-à-dire que là, oui, alors on voit la première diapo que... Ici, avec le VTT, et notamment l'appareil, le Cosmed, c'est bien ça? Oui, c'est une marque avec laquelle on travaille, et avec laquelle on travaille aussi au Krebs de la Réunion. Effectivement, c'est une marque. Le modèle, c'est le K5, pour ne pas faire de publicité, mais effectivement, c'est un capteur des échanges gazeux en temps réel. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet de voir la consommation d'oxygène et le niveau de dioxyde de carbone expiré lors des cycles de respiration. Et grâce à ça, on est capable de déterminer quelles sont les ressources énergétiques utilisées au cours de l'effort. Est-ce qu'ils utilisent prioritairement les graisses, les sucres, et à quel niveau ils les utilisent? Alors la question qui était posée dans cette slide, elle est très intéressante, parce qu'en fait, on est sur une question sur terrain, laboratoire ou compétition. Oui. Et là, en fait, les données ne vont pas forcément être les mêmes, parce qu'on sait qu'on ne peut pas reproduire tout le temps la compétition d'un point de vue mental. Oui. Sur un test de terrain. Il faut voir dans quelle période, est-ce que la personne elle est motivée ou pas. Bien sûr. Donc ça complexifie en fait l'évaluation. Ça complexifie, et puis on est toujours balancé entre deux aspects. Le côté très rationnel de la recherche scientifique, mais en tout cas de l'accompagnement scientifique qui veut qu'on soit dans des conditions très standards d'évaluation. Donc forcément, ça passe par le plateau d'évaluation ou le laboratoire, ou un milieu fermé en tout cas. Et puis le monde du terrain qui lui nous dit, non mais nous, on veut des infos de terrain, c'est ce qui nous intéresse. Je veux savoir comment la personne va réagir quand il fait 35 degrés dehors. Faire le même test dans un climat tempéré, avec une pression atmosphérique stable et une hygrométrie stable, c'est pas la même chose que d'aller courir au bout de 10 heures avec une température en haut du volcan à 2 degrés et une température interne qui va forcément évoluer, un taux d'humidité qui va aussi varier. Donc moi, je pense que l'avenir certes est dans les technologies qui se miniaturisent, mais dans une volonté, dans un besoin d'aller vers le terrain pour utiliser ces technologies sur le terrain. Justement, c'était la question que j'anticipais, c'est-à-dire, voilà, ça va être quoi l'avenir un peu de la préparation physique et notamment sur le testing, sur le monitoring? Ça va être quoi vraiment? Ça va être vraiment la miniaturisation, enfin, le côté miniature des appareils? Je pense, parce que ce qu'on s'aperçoit depuis une vingtaine, une trentaine d'années, même plus, c'est que généralement ça passe d'abord par le milieu médical. Généralement, c'est lié à des pathologies qu'on veut soigner. On crée des outils. Le milieu médical crée des outils. Le milieu de la recherche crée des outils pour soigner des pathologies. Et finalement, on se rend compte que ces outils-là pourraient être utilisés pour des personnes tout à fait saines dans leur pratique sportive. Et de là vient la miniaturisation après, puisqu'on veut embarquer en pratique sportive. Donc, on se déplace de plus en plus vers ça. Et beaucoup d'interfaces connectées, effectivement. Voilà. L'avenir nous dira si c'est une bonne chose ou pas. Oui, parce qu'en fait, là, on va parler aussi, on peut entendre redire aussi une sorte de dopage technologique aussi. Quelque part, d'avoir des petits outils miniaturisés par rapport à l'équité de certains sportifs. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'affaires, pas forcément que de dopage physiologique, mais aussi technologique. Donc, est-ce qu'il y a aussi ce côté éthique très, très important de questionnement du préparateur physique? Je vais prendre un exemple tout simple. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de diabète. Les diabétiques ont des capteurs maintenant présents sur leur corps, à la fois une pompe pour injecter de l'insuline, mais également un capteur qu'on positionne sur le triceps généralement pour mesurer le taux de glucides, de glucose plus exactement, en temps réel. C'est utilisé dans le sport à l'heure actuelle. Oui. Et ça a fait une très grande polémique, notamment en cyclisme, puisque en temps réel, les athlètes savaient quand est-ce qu'ils devaient s'alimenter, puisqu'ils voyaient les niveaux de glucides dans le corps au cours de l'effort. Donc les athlètes ou leurs entraîneurs dans les voitures étaient capables de dire « Attention, tu dois manger tel aliment, telle quantité, à telle fréquence ». Et la question de l'éthique se pose concrètement pour moi. Et je trouve que c'est, à mon sens, une bonne chose que c'était interdit. Parce qu'en compétition, en tout cas pour cette activité-là, ça existe dans d'autres. On voit des triathlètes je crois que Kipchoge, le champion du monde, l'utilise. Kipchoge l'utilisait. En tout cas, moi, je l'ai déjà vu utiliser. En triathlon longue distance, c'est beaucoup utilisé. Ça m'effraie. Personnellement, ça m'effraie parce que là, je pense qu'on touche effectivement à ces notions d'éthique
et encore plus après d'équité, mais c'est surtout l'éthique qui me pose problème, parce que voilà, là, il y a quand même un petit capteur qui est inséré dans le bras. Dans une notion de maladie et de prévention de maladie, je le comprends. Dans une notion de pratique sportive, ça me questionne. Voilà, ça me questionne et ça me questionnera toujours, je pense. En fait, d'où l'utilité quand même du préparateur physique de vraiment s'intéresser à tout. Et on voit, par exemple, même sur les technologies, hein, les chaussures carbone ou le matériel évolue aussi dans le cyclisme. On l'a vu, donc c'est très important aussi quand on va évaluer, tester. On pourrait évaluer, d'ailleurs c'est fait, d'évaluer par exemple les chaussures carbone, l'utilité ou pas. Et c'est là où c'est intéressant, où là le côté scientifique est important. Oui, effectivement, et je pense que c'est là aussi où on touche aux limites d'un métier. C'est-à-dire que là, on bascule sur le côté sport scientist après. C'est-à-dire que le préparateur physique va connaître ses outils, va s'en servir, va être capable d'évaluer grâce à ses outils. Le sport scientist va apporter une plus-value sur où l'on va et comment on fait. On parle de plaques carbone dans les chaussures, effectivement, est-ce que c'est utile pour tout le monde? Peut-être que le préparateur physique n'aura pas la réponse à ça. Le sport scientist l'aura. Mais là, on parle beaucoup de trail, de cyclisme, mais moi, on est en mesure aujourd'hui au Krebs de la Réunion, par exemple, d'installer des capteurs sur autre chose que des chaussures de trailer. Donc, ça peut être sur des chaussures de footballeur, de rugbyman. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. Les outils se miniaturisent et vraiment, on peut aller très très loin dans l'analyse. Il faut savoir la borner, par contre, après. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression aussi souvent que les recherches scientifiques qui viennent, ça y est, hop, c'est comme une vérité. Et ça peut rester aussi quand même en termes de croyance. Alors, je ne dis pas croyance, voilà, mais c'est important parce qu'il y a des études scientifiques, mais il faut être très vigilant par rapport à ça. La mise, et vous, c'est vous qui allez aussi mettre en pratique finalement ces nouvelles connaissances aussi quelque part. Oui, alors moi, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais je vois aussi mon rôle comme un rôle de garde-fou. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sortent dans la littérature scientifique, effectivement, et sur ces nouvelles technologies qui se développent, forcément, il y a beaucoup de tests de validité de ces outils-là. Maintenant, il faut savoir comment c'est publié, par quelle équipe de recherche, est-ce qu'elle a été financée pour cet outil, enfin voilà, il y a plein de questionnements comme ça qui se posent, mais surtout derrière, concrètement, est-ce que ça fonctionne, quoi? Est-ce que ça fonctionne et est-ce qu'il le faut? Donc il y a une vraie thématique par rapport à ça. Le regard critique, le sens critique est important même dans la recherche, et on est à l'université, hein, donc c'est très important. Le côté abstract, regardez finalement le résumé, si c'est sur 5-10 personnes, dans quel contexte, c'est très important aussi, par exemple. Et effectivement, c'est ça, tout cet aspect recherche et recours à la littérature scientifique est quelque chose de très particulier. Il faut savoir décrypter un article scientifique, c'est pas donné à tout le monde, et je suis pas sûr que les préparateurs physiques aient le temps de faire ça. Je parle pas de la compétence, mais du temps en tout cas. Il faut savoir faire, c'est un vrai exercice, et c'est au travers de lecture, d'expertise d'articles qu'on arrive à savoir si ce qui a été fait là est valable, valide. Et puis après, comme je le dis très souvent, la science n'est vraie qu'à partir du moment où notre personne n'a pas prouvé qu'elle n'était pas vraie. Donc on avance toujours avec cette petite épée de Damoclès au-dessus de soi, en se disant, ok, là on me dit que c'est bien, ça pourrait être pas mal, effectivement, c'est une belle revue, elle est bien cotée, les auteurs sont connus et reconnus. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prouver autre chose rapidement par la suite? Donc il faut toujours avoir ce temps de recul-là. On peut expérimenter nous aussi, mais on prend un petit peu de recul par rapport à ce qui sort. Donc on a beaucoup anticipé sur cette slide-là qui termine notre discussion, mais l'évaluation du futur, on le voit par exemple, là c'est la body cap, hein. Oui, c'est pour évaluer la chaleur, c'est ça, à l'intérieur, on l'avale, on l'ingurgite et on exactement, et je pense que vous avez de très bonnes connaissances également, Eric, sur ce domaine-là via le projet Éruption que vous avez mis en place sur l'île. Mais effectivement, c'est une capsule qui permet de mesurer la température interne du corps. Donc quand je dis qu'on va loin déjà à l'heure actuelle, on va très très loin. Et puis il y a d'autres capteurs qu'on voit sur l'image. Donc on revoit effectivement le marathonien Kipchoge avec un capteur de glycémie sur le bras. En haut à gauche, c'est une personne qui est en train de faire ce qu'on appelle une étude posturale en cyclisme. Elle a des capteurs sur le genou, sur les genoux, sur les pieds, en bas du dos. Et c'est pour voir en temps réel les mouvements des segments et voir comment les réglages qu'on apporte sur le vélo font varier ces analyses-là. À droite, c'est un capteur de force musculaire, ou en tout cas de réponse musculaire à l'effort, donc un analyseur qu'on appelle EMG, électromyogramme, ou myographe. Et en bas à droite, c'est un nouveau capteur qui va sortir, je pense, d'ici peu, qui permettrait d'évaluer la lactatémie au travers de la sudation. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est obligé de faire comme pour les personnes diabétiques, faire un petit poinçon au bout du doigt ou au bout de l'oreille, prélever une goutte de sang et analyser ce marqueur-là. Là, on est en train de passer sur des capteurs de nouvelle génération qui iraient beaucoup plus loin, si tant est qu'on puisse évaluer ce facteur-là via la sudation. Ouais, c'est assez impressionnant quand même, la technologie. Ça veut dire aussi il y a pas mal de sociétés et d'entreprises qui vont dans ce secteur-là. Mais ce qui est intéressant par contre, et là la nuance qui est importante, c'est que grâce aussi au terrain sportif, c'est un grand laboratoire en fait. On l'a vu sur le Grand Raid par exemple. Ça peut permettre aussi d'avoir des avancées
d'un point de vue santé aussi sur les pratiquants. Donc, Exactement, et je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut capitaliser là-dessus, justement, en allant vers cet aspect santé, ça me paraît primordial. Non pas que les athlètes soient des cobayes, mais en tout cas, effectivement, c'est un premier pas vers la compréhension. Après, on parle d'analyseur de lactate sur le dernier outil. La lactatémie est un marqueur fort en médecine pour connaître l'état de santé des personnes également. Donc ça vient déjà de la médecine à la base, et très fréquemment, soit du monde militaire, soit du monde médical. On le réemploie, nous, en sport, et très souvent, ça fait un parcours inverse vers la santé après. Donc, à partir du moment où c'est miniaturisé, où c'est digitalisé, on peut le transmettre au grand public et on revient dans le giron du sport santé, effectivement. Ouais, alors, parfois, on a des modes aussi. On a eu la mode du HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais c'est pas tout le temps évident parce qu'on s'en est beaucoup servi dans les sports d'endurance. Vous en pensez quoi? Je l'ai utilisé aussi. Quand on me le demande, je l'utilise. En fait, j'y accorde une importance à cette variabilité de fréquence cardiaque ou HRV, effectivement. Mais le vrai problème qu'on a, c'est l'humain sur ce genre d'outils et d'utilisation. C'est que il faut que la personne, même si les protocoles évoluent, et sont beaucoup plus courts en timing, mais il faut que la personne soit apte tous les matins, si on veut faire un vrai suivi, à se lever, mettre en place un protocole comme aller uriner, boire un verre d'eau, mettre son capteur de fréquence cardiaque, s'allonger et accepter de passer 5, 8, 15 minutes pour prélever cette donnée cardiaque. Et très concrètement, le nombre d'athlètes prêts à faire ça, dans le suivi que j'ai eu par le passé, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est contraignant, ça veut dire qu'un sportif de haut niveau, souvent, ou un sportif qui va s'entraîner quand même pas mal, c'est déjà des contraintes. Et en fait, c'est des routines supplémentaires. C'est exactement ça. Alors, on le voit, il y a des publics particuliers comme les sportifs de très haut niveau. Si on prend le cas de Martin Fourcade en ski de fond, qui le faisait fréquemment, il a eu des entraîneurs, des sport scientists qui l'ont accompagné avec une analyse de ça au quotidien. Oui, c'est encore un autre métier pour l'athlète d'apprendre à se servir de ces outils. Et effectivement, en routine pour des personnes, alors des marques de montres connectées essayent de le faire via l'analyse de la fréquence cardiaque au poignet, mais on est encore aux prémices de cette analyse-là, même si les choses commencent à fonctionner, sur un suivi routinier. Mais il faut quand même le faire, c'est dépendant de la personne. Pour finir cette discussion, on va montrer aussi votre travail, puisque cette slide parle aussi... d'un catalogue de services d'optimisation de la performance des tests d'évaluation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport au Krebs de La Réunion. Vous lancez cette opération qui est très intéressante sur le territoire. Oui, bien sûr. Et puis ça me permet aussi de remercier le Krebs de m'avoir fait confiance sur cet aspect-là et ce montage de projet-là. C'est-à-dire qu'on est dans un accompagnement des structures. C'est pas que de l'évaluation au plateau d'évaluation, même si c'est le cœur de métier qu'on a aussi. Mais c'est d'accompagner les structures, les entraîneurs, amateurs, pros, foot, basket, hand, natation, trail, de les accompagner dans leur projet de performance, le définir avec eux, et puis de le concrétiser par du test en plateau d'évaluation. Mais quand je vous ai dit ça, j'oublie l'aspect santé. Et il rentre aussi en ligne de compte. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur des discussions avec l'Office municipal des sports de la ville de Saint-Denis et leur maison de sport santé pour développer une offre sur le sport santé. Donc voilà, on est en discussion, on est en train de monter ces projets-là. Et ils voient le jour et ils verront encore le jour et on va les faire évoluer au fur et à mesure. Donc je vous invite tous à venir nous rencontrer et prendre contact pour vous évaluer. Eric, n'hésitez pas. Faut venir avec nous. Déjà. Mais c'est vrai que le maillage est très important entre la cité, le territoire, etc. Et que vos missions aussi sont très importantes parce qu'elles permettent d'aller vraiment aussi sur des données qui sont issus quand même du monde scientifique, validés aussi sur le terrain et qui permettent aussi un suivi, une optimisation. Ouais. Mais après, c'est vrai que l'accueil, on reste quand même limité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on fonctionne sur des prises de rendez-vous, sur un suivi. On va être limité en nombre de personnes qu'on peut suivre, bien entendu. Mais l'idée, c'est d'apporter le service le plus complet à un maximum de personnes. Donc, il ne faut pas se sentir gêné si on est sportif amateur de entre guillemets, pousser la porte et de venir voir ce qui se passe. De toute façon, on vous accueillera avec grand plaisir. Au moins, on échangera, si ce n'est que ça pour l'instant. Mais on est vraiment là comme service de ressources, d'expertise, de performance. C'est le plateau est situé surtout au Moufia, c'est ça? Alors, au Krebs de La Réunion, à Champfleury, exactement. Voilà, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est avec moi que vous aurez directement. Et on pourra vous tester, vous évaluer, échanger sur ce sujet-là, en tout cas. Alors, on va finir par toujours une petite routine, vous montrer quelques ouvrages. Après, mais c'est important pour vos lectures personnelles. Alors, le premier...
C'est quelqu'un qu'on invitera certainement, Blaise Dubois, la clinique du coureur. On parlait de blessures, de préparation physique. Il y a énormément de choses intéressantes, des petits chapitres avec des chercheurs que vous connaissez. Oui. Après, avec des nuances sur les recherches. Et puis aussi celui-ci, qui date pas d'aujourd'hui, mais en anglais, si vous aimez bien la lecture anglaise, je sais que Cyril, vous aimez lire aussi en anglais. Mark Sisson sur Primal Endurance, ça veut dire c'est vraiment retour à l'essentiel sur l'endurance, comprendre aussi ces notions, parce que souvent, elles ne sont pas forcément bien comprises, ces notions d'endurance. Il peut y avoir des petits mélanges, effectivement, sur ce qu'est l'endurance et comment on s'en sert au quotidien, dans sa pratique. Ça sera certainement le thème d'une prochaine causerie, alors on va en ouvrir beaucoup. On vous remercie beaucoup, je vous rappelle, vous êtes justement, vous travaillez aux missions au niveau du CREPS de La Réunion. Exactement. Cyril Granier, vous êtes maître de conférence et puis passionné de préparation physique. Merci beaucoup d'avoir pu faire ces 2 belles émissions et bonne continuation et bon test au CREPS de La Réunion. Merci et un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.